C'est l'heure de votre émission Débrief. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Derrick Katola. La mise en onde est assurée par l'ingénieur Berlin Tampo, le tout sous la supervision et la coordination de Simon Kabamba. Tout d'abord, veuillez nous excuser pour le retard avec lequel nous débutons cette émission. La RDC traverse une période vraiment cruciale puisque comme vous le savez, les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et celles des conseillers communaux seront organisées dans presque 40 jours. Déjà, nous constatons des tensions dans les quiches des partis politiques auprès de leurs militants qui parfois tiennent des discours qui risquent d'attiser le feu dans le pays. Certains vont même jusqu'au point de tenir des discours de haine tribale. L'intolérance politique a atteint son niveau de paroxysme avec notamment des injures et des menaces publiques. Ça, c'est notre premier thème. Nous allons donc parler de l'intolérance politique avant la tenue des élections en République démocratique du Congo. Deuxièmement, nous aborderons aussi l'épineuse question de l'insécurité dans la partie est de la RDC avec notamment l'agression rwandaise par le biais du M23 qui est soutenu par l'armée rwandaise. Ces rebelles qui donnent l'impression d'être difficiles à manœuvrer s'attaquent maintenant au contingent burundais de l'EAC. Le M23 progresse même sur terrain malgré la résistance des patriotes résistants donc des Wazalendo. Pour en parler, nous allons aujourd'hui, c'est un casting politique. Donc je reçois dans ce studio bleu blanc de la RTGFM un invité déjà là avec nous. Le premier, c'est Joël Yoloko Lopez. Il est coordonnateur national de la jeunesse du parti Nouvel Élan, le parti du candidat président Adolphe Muzito. Joël Yoloko Lopez, je vous salue. Je te salue, Derrick Katola. Je suis également candidat député national pour la circonscription du Moamba. C'est un plaisir pour moi d'être une fois de plus dans le studio bleu-blanc de la RTGA. Je tiens à te remercier pour cette marque de confiance que tu accordes à ma personne, mais surtout à la jeunesse du Nouvel Élan en particulier. Donc je tiens à saluer tous les auditeurs de la RTGA et l'équipe technique surtout. Merci. Voilà. Adolphe Muzito n'est-il pas concerné par les tractations qui seraient en vue pour la désignation du candidat commun de l'opposition? Parce qu'on cite Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Augustin Matata Pogno, mais le nom de Muzito, on ne fait pas allusion, c'est pas n'importe qui. En 2018, Adolphe Muzito était déjà dans l'opposition. Pourquoi cette fois-ci, c'est comme s'il est mis à l'écart? Nous devrons d'abord, de prime abord, définir ce qu'est une opposition. Derrick. Partant des élections de 2018, le Nouvel Élan ou encore Adolphe Muzito, son initiateur, s'est inscrit dans une phase de résistance du fait que la coalition Lamuka contestait la légitimité de ceux qui étaient sortis des élections de 2018. Et pour le besoin de la cause, Derrick, Adolphe Muzito a été celui qui, pendant ce quinquennat, a été regardant, critique vis-à-vis de la gestion du pays par M. Félix-Antoine Tshisekedi et surtout son gouvernement. Adolphe Muzito, pour le besoin de la cause, ne s'est pas arrêté à critiquer, mais en homme d'État, puisque un homme d'État, c'est celui qui pense aux générations futures. Il est allé à proposer des alternatives, des schémas, qui pour lui semblent être des alternatives qui pourraient répondre, bien évidemment, aux préoccupations et aux besoins, aux attentes de la population congolaise. Et aujourd'hui, si nous devons parler de tractation de l'opposition, ceci n'enlève en rien notre appartenance à l'opposition congolaise. Mais d'ailleurs, Derrick, vous vous souviendrez qu'Adolphe Muzito annonçait, il y a quelques mois passés, que la consolidation de l'opposition ne devrait être faite sur base des visages ou encore de l'identité des leaders politiques. Mais bien au contraire, ceci devrait se faire sur base des programmes et d'offres politiques que nous avons à proposer. Parce qu'au-delà de la coalition d'opposition, pour le partage du pouvoir, nous, le Nouvel Élan, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là parce que nous estimons que le pouvoir n'est pas un objectif en soi, mais plutôt le moyen par lequel nous allons mettre en musique, mettre en place nos objectifs de gestion, entre autres nos programmes de gouvernance. Donc nous sommes une opposition, nous continuons de faire ce travail-là que nous avons battu pour ces 5 dernières années, et nous avons confiance en notre peuple.
et nous pensons que le peuple tranchera lors des élections à venir. Vous pensez que vous pouvez gagner seul le pouvoir pour diriger la République démocratique du Congo? Aucun parti politique en République démocratique du Congo ne peut gagner seul. D'ailleurs, Derrick, l'ensemble de tous les grands partis politiques le mieux implantés ne représente que 45% de l'électorat. Donc la masse critique importante, prête à élire, capable à élire un chef de l'État, se trouve en dehors de partis politiques, et c'est ce qui compose plus ou moins la société civile. Nous avons dit que nous sommes ouverts aux alliances, mais les alliances doivent se faire sur base de la conformité des programmes de gouvernance. Voilà, notre deuxième invité, c'est Évariste Tshiswaka, cadre du parti politique Orange, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Évariste Tshiswaka, soyez les bienvenus parmi nous. Merci Eric Katola, merci aussi à vous pour l'invitation, et je profite pour saluer tous ces auditeurs qui ont l'habitude de suivre l'émission, et je pense que nous allons faire un débat républicain pour l'intérêt de la nation. Je salue mon co-débatteur et je salue aussi tout le leader de mon parti, en commençant par le président lui-même, le président Fiyun Dondoboni, ainsi que tout le staff dirigeant du parti Orange. Je les salue ainsi, et tous les militants du parti Orange. Et à une semaine du début de la campagne électorale et à 40 jours de la tenue effective des élections en République démocratique du Congo, le parti Orange et son président Fiyun Dondoboni sont vraiment prêts pour la bataille électorale. Vous l'avez dit, Derrick, le parti Orange, comme tout autre parti, nous avons comme mission l'objectif de la conquête du pouvoir. Alors, nous sommes en train de travailler dans l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, c'est une grande masse politique. Et dans l'Union sacrée, nous sommes dans l'équipement AACRD avec le doyen Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Voilà. Et nous, en tant que parti Orange, nous nous préparons pour les élections depuis 2020. Donc nous nous préparons pour ces élections de 2023. Alors, nous sommes prêts. Et nous attendons que l'organisateur des élections, la CENI bien sûr, puisse nous organiser de bonnes élections. Et nous sommes prêts. Tous nos candidats, les candidats Orange, même dans les provinces, sont prêts pour les élections du 20 décembre. Mais est-ce qu'au regard de toutes les inquiétudes de l'opposition par rapport au déploiement des kits, même si ce n'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, le financement aussi, apparemment, c'est un sujet tabou qu'on ne peut pas aborder à ce jour, vous croyez vraiment à la tenue des élections dans le délai, malgré les assurances des autorités congolaises? Nous avons crié à l'organisation des élections le 20 décembre. C'est depuis que le chef de l'État avait rassuré qu'il y aurait élection le 20 décembre. On va respecter les délais constitutionnels. Il y aurait élection. Et là, il y a la CENI qui est chargée d'organiser les élections. Et jusque-là, je suivis l'interview du président de la CENI, M. Kadima, qui continue encore de nous rassurer qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre, malgré certains qui disent que avec toutes ces difficultés pour déployer le matériel, mais le président de la CENI a rassuré que dans les temps qui nous restent, les 40 jours, c'est à peu près 40 jours, donc il dit qu'il est possible de déployer tout le matériel pour qu'il y ait élection le 20 décembre. Voilà, pour participer à cette émission, veuillez nous écrire au 097 30 50 850, 097 30 50 850 pour vos messages, SMS et WhatsApp. Voilà, les esprits semblent être tendus à quelques jours du début effectif de la campagne électorale en prévision des élections du 20 décembre prochain. Les discours de haine tribale et l'intolérance politique cohabitent, non sans étonnement pour certains qui, en dépit de tout, trouvent des arguments pour justifier leurs propos incendiaires. Joël Yoloko Lopez, vous qui êtes de l'opposition, je commence par vous. Pourquoi nous en sommes arrivés jusque-là où les acteurs politiques, les adversaires qui ne sont pas ennemis, mais sont prêts à s'entrer dedans, à se dire des choses qui ne devraient pas être dites en public? La crise ici, Derrick, elle est d'abord au niveau des partis politiques, parce que chaque parti politique doit avoir un soubassement idéologique, doit être détenteur d'un projet de société sur lequel il met en place des politiques publiques à proposer au peuple, à proposer aux dirigeants en place, mais aussi à proposer au peuple à l'approche des élections. D'ailleurs, c'est ce qui doit être l'identité
pour laquelle la population peut s'accorder ou encore désigner un candidat ou un parti politique. Fort malheureusement, ici chez nous, les partis politiques ne sont pas des écoles idéologiques. La preuve, aujourd'hui, nous avons près de 900 partis politiques en République démocratique du Congo, mais seule une dizaine est représentative à l'échelle nationale. Et c'est déjà ça le grand problème, parce que aujourd'hui, le multipartisme, quoique constitutionnel, que ce n'est pas déconseillé par la loi, met vraiment à mal le développement de la RDC sur le plan politique, parce que aujourd'hui, les crises politiques que nous rencontrons au sein de notre État, notre pays, met à mal le développement économique et plonge davantage la population dans la misère. Et d'ailleurs, cette misère-là, quelquefois, j'ai tendance à croire que c'est nous, les acteurs politiques, qui l'entretenons pour que le peuple ne puisse pas affûter les armes vers ceux-là qui sont censés répondre à leurs préoccupations, puisque nous sommes un État et les dirigeants en démocratie sont censés être une émanation de la population. Donc ces multiples crises politiques trouvent leur source au sein des partis politiques et de leurs leaders. Et aujourd'hui, la question de l'opposition, d'ailleurs, je me dois de le dire, Derrick, en République démocratique du Congo, fort malheureusement, c'est l'UDPS, je ne me rappelle pas, en aucun cas, le feu Étienne Tshisekedi, paix à son âme, aurait mobilisé la population pour contester contre les politiques publiques mises en place par Joseph Kabila. Nous avons eu une opposition qui, pendant 37 ans, s'est disputée avec le régime en place. Une opposition qui, pendant plusieurs années, a stigmatisé la personne de M. Joseph Kabila en lieu et place de ses politiques publiques. Et fort malheureusement, après 37 ans, nous avons eu une société qui ne reflétait pas ce qu'elle est censée être normalement, partant de tout ce que nous possédons comme potentiel et richesse, bien évidemment. Et aujourd'hui, ça continue, c'est un fléau qui continue fort malheureusement, et vous constaterez, Derrick, à l'approche de chaque élection en République démocratique du Congo, les candidats font recours à la manipulation de l'identité tribale. Ils s'appuient très souvent sur leur communauté pour la mobilisation de leurs électeurs. Et face à une population pauvre, nous du Nouvel Élan, nous disons, Derrick, que c'est l'économie qui régit la politique. Tant que la population congolaise croupira dans la misère, je ne pense pas que ce dernier prendra conscience et connaissance de la situation à laquelle il traverse depuis près de 63 ans aujourd'hui. En Afrique, on dit que généralement les acteurs politiques d'abord comptent sur leur propre base, leurs propres frères des tribus, de villages, avant de pouvoir s'étendre sur le reste du pays. Est-ce que c'est pas cette manière de voir les choses qui a renforcé ce que nous qualifions de tribalisme aujourd'hui, cet élan qui pousse les Congolais à pouvoir d'abord s'identifier? Par exemple, nous, du Bandundu, nous identifions à Adolphe Muzitu, nous, du Kassai, nous identifions à Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est une bonne façon de faire la politique? Est-ce que cela aussi peut vraiment avancer la République démocratique? D'ailleurs, c'est une très très mauvaise. J'ai très souvent dans chacune des émissions dénoncé cela, parce qu'aujourd'hui, on a le phénomène Mouyaka, Mukongo, Moussoïli, Mungala. Vous savez, Derrick, que la force d'un État, c'est avant tout sa capacité d'administration et surtout la sûreté de ses services publics. C'est comme ça que lorsque vous allez, je prendrai l'exemple de l'Afrique du Sud, de la France ou encore des États-Unis où j'y étais récemment, vous pouvez quitter la capitale Washington pour aller prendre votre petit déjeuner à New York, c'est 3 heures de route, et quitter New York pour aller prendre votre dîner à Boston, c'est 3 heures de route, et revenir sur Washington après 6 heures de route. Et vous n'entendrez jamais qu'on parle d'un Américain de New York, ou un Français de Paris, ou un Français de Marseille, ainsi de suite. Ils sont tous français, ils sont tous américains de par l'unité nationale. Vous voyez? Et ici, en République démocratique du Congo, nous avons des provinces enclavées. Vous avez ceux de l'Ouest, nous du Bandundu, qui s'identifions à travers Adolphe Muzitu, étant leader de ce coin. Vous avez les Katangais, et ainsi de suite. Alors que la difficulté qui nous met dans cette situation, c'est le fait que nous manquons de route. Je vais faire une analyse politique pour que
les auditeurs qui nous suivent comprennent en fait le nœud du problème qui range notre société aujourd'hui. Derrick, nous avons en RDC depuis 1960, partant du tracé colonial, 160 000 km de routes qui relient toute la République démocratique du Congo. Et ce sont des routes qui sont subdivisées en deux. Vous avez 90 000 des routes de desserte agricole et 60 000 km de routes nationales. Des routes qui doivent relier les provinces pour que le Congolais de Goma puisse vendre son pomme de terre, non pas seulement aux Rwandais d'à côté, mais aussi aux Quinois d'ici, et que le Quinois d'ici, nous ayons cette capacité de vendre peut-être le Makemba au Katangais, puisque c'est rare là-bas. Ce commerce, cet échange-là, aurait permis aux Congolais de s'unir. Nous aurons en ce moment-là gagné le pari de l'unité nationale. Et vous constaterez, Derrick, ici, sur les 60 000 km de routes à construire, seuls 3 000 km de routes existent. Et sur les 3 000 km de routes existantes, ce qui représente 5% sur les 100% des routes à construire, seulement 1500 km sont bitumés. Et 1500 km sont des routes en sable. Donc, vous avez le Kassaïen qui est pauvre, malheureusement, qui doit migrer vers le Katanga à la recherche d'une petite richesse, et le Katangais qui, tout aussi pauvre que le Kassaïen, se sent menacé. Et les leaders politiques de ces coins-là ont souvent tendance à s'appuyer sur leur communauté, tout en stigmatisant les autres leaders des autres communautés. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a des conséquences très néfastes sur la cohésion nationale. Ça nous touche individuellement, tout comme collectivement. Et la deuxième conséquence, c'est aussi l'instabilité. Ça nous expose à des guerres intercommunautaires. Aujourd'hui, vous avez, pour l'ouest de la République, à Kouamout très précisément, vous avez le conflit qui oppose les Téké et les Yaka. Et vous allez voir que les leaders qui vont participer à ce processus électoral, certains pourront dire aux Yaka qu'on votait Tékété, Téké qu'on votait Yakaté. Donc ça ne construit en rien notre société. Voilà pourquoi nous avons toujours voulu à ce que le débat, et d'ailleurs lorsque l'opposition voudrait lever un ticket gagnant pour l'opposition, est-ce que cette opposition a réellement palpé les problèmes qui nous confrontent ici en tant que société? Est-ce que cette opposition a fait le bon diagnostic? Et qu'est-ce que cette opposition propose à la population comme schéma pour que ce soit ça, le ticket par lequel le peuple va s'accrocher pour élire un chef de l'État, et aussi donner une majorité à ce dernier pour qu'il puisse permettre la mise en place de cette vision ou de ce programme de gouvernance pour le bien-être et préserver. Donc au-delà de tout, c'est l'État qui est responsable de cette unité nationale qui continue à être mise à mal par le manque d'infrastructures routières. La preuve aujourd'hui en République démocratique du Congo, partant de 3 derniers cycles électoraux, il y a une forte difficulté de redévabilité des politiques vis-à-vis de la population. Et vous allez même voir dans la répartition des richesses du pays, vous allez voir que le pouvoir politique prend déjà la moitié du budget de l'État. Donc c'est une situation que les politiques entretiennent, une situation qui, dans 10, 15, 20 années, pourrait coûter très cher à la population. Voilà, merci Joël Lopez. Je te remercie. Évariste Tshiswaka, qu'est-ce qui peut justifier la survenance des propos à caractère tribal alors que le pays, donc la République démocratique du Congo, fait déjà face à de nombreux défis qui risquent même d'influer négativement sur l'avenir de toute une nation, selon vous? Merci Derrick pour cette question. Je pense que c'est un problème qui se pose et qui peut-être va déranger certainement la campagne électorale pour les uns. Il y a de ceux qui pensent que s'appuyer sur une tribu, s'appuyer sur un tel peuple d'un tel coin fera qu'il soit bien élu, qu'il soit bien voté. Non, je pense que ce sont des armes non conventionnelles que certains candidats utilisent, qui pensent qu'en utilisant ces armes, ils vont déstabiliser leurs adversaires politiques. Écoutez, vous savez, on doit d'abord avoir en nous le patriotisme, c'est-à-dire nous sommes d'abord patriotes, nous aimons notre pays, qu'on soit de l'Est, qu'on soit du Nord, qu'on soit du Sud, qu'on soit de l'Ouest, mais c'est le Congo qui est notre patrie et nous devons témoigner d'un grand amour pour notre pays. Alors ici, ce sont les acteurs politiques. Je parle bien, ce sont les acteurs politiques qui sont à la base de cette crise, parce que ce sont les acteurs politiques qui sont en train d'inciter leurs partisans à vouloir attaquer tel ou tel autre candidat
à insulter. Et moi, je me dis, écoutez, c'est parfois quand on n'a pas un bon projet électoral, parfois quand on n'a pas vraiment de quoi, un bon discours pour convaincre son électorat, qu'on peut aller à utiliser ces armes non conventionnelles. Oui, nous sommes en politique, on peut déstabiliser son adversaire, mais il faut utiliser les armes conventionnelles. Alors, je ne vois pas pourquoi certains acteurs politiques sont en train de vouloir accentuer l'accent tribal pour essayer de gagner un peu la sympathie de la population. Mais vous incitez, vous demandez à la population de vous soutenir sur base de vos relations, sur base de votre tribu, de votre communauté, alors que c'est vous-même, acteurs politiques, vous seuls d'ailleurs, qui bénéficiez de toutes les richesses du pays. Pourquoi sacrifier cette population, la pousser plutôt à s'entretuer, que vous puissiez vivre aisément? Si ça peut aussi paraître injuste. Certainement, ça peut paraître injuste. Bon, je ne parle pas de nous. Quand vous parlez de nous... On parle d'acteurs politiques. Voilà. Vous êtes acteur politique. Acceptez qu'on puisse un peu parler dans la généralité. Bon, acteur politique, mais pas les mauvais. Parce que, comme je dis, quand quelqu'un qui se base justement sur sa tribu, qui se base uniquement sur peut-être sa religion pour pouvoir gagner l'électorat, je pense qu'il n'est pas un patriote. Parce qu'une fois élu, vous n'allez pas travailler uniquement pour votre tribu. Vous n'allez pas travailler uniquement soit pour votre religion. Et je pense que si vous vous basez uniquement sur ça, ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Et seulement, c'est de la manipulation. Vous savez, un peuple qui ne prend pas conscience sera toujours manipulé. Et le manipulateur, c'est l'objectif qu'il veut atteindre en utilisant tous ces moyens. C'est alors que nous, les acteurs politiques, qui ont une bonne conscience, nous invitons la population à faire attention, à ne pas suivre ces genres d'acteurs politiques, à ne pas s'accrocher au discours tribal, à ne pas s'accrocher aux politiciens qui le poussent à insulter ou à déstabiliser, à lancer de pierres sur l'autre candidat parce qu'il est son adversaire politique. Nous disons, il faut que la population ouvre l'œil et le bon pour essayer de ne pas suivre cette manipulation. Car si la population se laisse manipuler par les mauvais politiciens, ça conduira à un mauvais choix. Et le mauvais choix, c'est la même population qui va en souffrir. Mais comment est-ce que la population peut se comporter alors qu'on sait qu'elle est pauvre, qu'elle peut facilement accepter qu'on lui donne quelque chose en retour pour pouvoir défendre valablement cet acteur politique qui lui a tendu la main? Est-ce que vous voyez cette population-là qui souffre aujourd'hui adopter une bonne attitude face à ces gens-là qui viennent les utiliser pour défendre leur cause? Vous savez, on peut manipuler tout le monde parce que la population est pauvre, mais il y a au moins de personnes qui ont encore la moralité. C'est-à-dire, malgré sa pauvreté, il ne va pas prendre le pain parce que vous voulez seulement qu'il vous vote en lui donnant le pain. Il y a encore des gens qui ont cette bonne conscience. Moi, je vis avec la population, je suis à Lemba. À Lemba, il y a des coins très reculés où peut-être il n'y a pas de l'eau potable, où il n'y a pas de l'électricité. Mais dans ces coins-là, moi, j'ai rencontré des hommes consciencieux, capables de refuser le pain ou de refuser un pain qu'on leur a offert pour voter. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la pauvreté qui doit nécessairement te pousser à vendre ta conscience. Écoutez, moi, j'invite la population, c'est vrai, la population est misérable dans plusieurs coins. Dans plusieurs coins, la population est misérable parce que la crise sociale, elle est là, elle sévit dans plusieurs coins de la République et il ne faut pas qu'à cause de cette crise, que la population puisse vendre sa dignité. C'est difficile de refuser un pain pendant que vous avez faim, mais vous pouvez prendre le pain et ne pas voter. Là, c'est clair. Papa Etienne nous l'avait dit. Ils viennent avec l'argent, c'est l'argent qu'ils ont allé voler ou qu'ils ont pris dans les trésors publics. Mais rien ne prouve d'ailleurs qu'ils ont volé. Peut-être que c'est leur salaire qu'ils viennent distribuer. Pourquoi bouffer et ne pas leur donner cette voie-là? Pourquoi votre salaire, vous n'avez attendu que pendant la campagne électorale pour nous l'offrir? Et pendant toutes les 4 années, il y a à peu près 4 années et 10 mois. Et là, on n'avait pas le droit à bouffer votre salaire. Vous venez avec votre salaire pour ne l'offrir que pendant la campagne électorale. Donc, je pense que ça, c'est de la démagogie et la population doit être vigilante. Si quelqu'un vous présente le pain, vous avez faim, prenez le pain. Mais que ce pain ne soit pas le prix de votre voix électorale.
Donc, votez utilement et ne soyez pas manipulés. Parce que quand la population se laisse manipuler, c'est cette population qui va souffrir en retour. Joël Lopez, vous êtes aussi de Lemba, c'est que je sache. Parce que Evariste a dit, il est à Lemba, vous êtes aussi natif de Lemba, c'est ça. Et donc, on a des enfants de Mwamba. En parlant toujours de cette histoire de l'intolérance politique, du tribalisme, dernièrement, le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabe Ashikai, avait publiquement affirmé que les autres candidats présidents n'étaient pas les bienvenus dans l'espace Kasaï, mais il n'a pas été rappelé à l'ordre par Kinshasa, c'est que je sache. Ce silence ne vient-il pas renforcer les propos tenus durant cette période électorale pour peut-être faire peur aux adversaires politiques du pouvoir ou encore de l'opposition? C'est un exemple clair et net de l'appel à la violence, parce que cet appel à la violence expose les autres candidats présidents à être caillassés. La preuve, vous avez vu dernièrement M. Martin Fayoulou être caillassé par les populations après son meeting dans le Kasaï. Et c'est une situation que nous déplorons, parce que moi, en tant que candidat député national, je suis tout de même aussi exposé. Parce que vous aurez certains candidats députés nationaux qui auront, comme d'ailleurs mon frère du Parti Orange a été clair, c'est une remise en cause de la qualité des profils des candidats au sein de l'Union sacrée pour ces élections à venir. Et je pense que les auditeurs qui sont d'office des électeurs sont en train de prendre en compte ces propos-là, parce que nous l'avions dit, il l'a dit, j'apprécie, parce que la première qualité d'un homme, c'est aussi cette capacité de se remettre en cause. Je le félicite pour cette sincérité-là. Et oui, c'est très mauvais. Mais vous savez, Derrick, dans notre État, en République démocratique du Congo, le nouvel élan a toujours plaider pour l'effectivité de l'état de droit. Vous savez, la justice est le pilier central, le pilier phare sur lequel repose l'état de droit. Et face à une justice manipulée, inféodée par le pouvoir politique, nous ne pouvons que vivre des scènes telles que celles que vous venez de décrire ici dans le Kasaï. Un gouverneur censé être neutre en ce moment puisse tenir des propos comme ça, où il appelle les populations, où il incite la population à la haine et à caillasser les autres candidats à président de la République. C'est une situation que nous déplorons. Ceci remet en cause l'effectivité de l'état de droit. Ceci remet en cause la faiblesse de notre appareil judiciaire, qui n'est autre que l'un des trois pouvoirs sur lesquels repose l'état de droit. Et je vous ai dit tout à l'heure, Derrick, que les politiques, j'ai nettement cette impression-là, que nous entretenons ce climat-là. La preuve, tout part de la redistribution des richesses du pays. Vous constaterez que dans le budget de l'État, nous devons en parler, nous sommes des éducateurs de masse surtout, dans le budget de l'État, 50% du budget de l'État représente le budget de fonctionnement des institutions. De ces trois institutions-là, le pouvoir exécutif, le président de la République et son gouvernement, le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale et le Sénat, et le pouvoir judiciaire composé là de cours et tribunaux, des juges et magistrats. Or, dans la redistribution de ces 100% puisés dans le budget de l'État, 80% est consommé par le pouvoir politique, le pouvoir exécutif et législatif, et 20%, parfois aléatoire, est consacré à la justice. Alors que nous avons un appareil judiciaire qui compte plus de 2000 magistrats, des juges, des cours et tribunaux, qui peinent à exister, qui peinent à dire le droit. La preuve, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, Derrick, qu'un député qui touche 15 000 à 21 000 dollars, et nous avons un juge et un magistrat qui touchent 1600 dollars sous Mouzito, aujourd'hui qui représente 750 à 800 dollars. Alors dites-moi, dans quel contexte, lorsqu'un député, un ministre trempera dans le détournement, dans l'illégalité, un juge ou un magistrat sera en mesure de l'interpeller et de dire les droits? C'est impossible. Donc c'est une situation que les politiques entretiennent, et c'est bien que nous puissions avoir des débats pareils à l'approche des élections. Ceci permet aux électeurs de prendre en compte, parce que nous avons constaté, c'est une bonne chose d'ailleurs, que chaque candidat affiche son parrain politique à côté. Et pour la plupart, ceux qui sont de l'Union sacrée ont géré. Et je pense que les électeurs prendront conscience de la situation à laquelle nous vivons et pourront bien évidemment sanctionner positivement. Vous deux là, Evariste et vous Joël, vous ne cessez d'épingler la classe politique en général. Mais est-ce que vous, acteurs politiques, vous qui gérez la jeunesse ou bien les partis politiques en général, prenez quand même soin
de condamner même au sein de vos formations politiques respectives les dérives de vos militants qui s'attaquent verbalement en fonction, les adversaires en fonction de leurs attributs. Est-ce que vous avez quand même ce courage de dire à ceux que vous gérez, non, ne faites pas ceci, faites cela? Le Nouvel Élan ne s'identifie pas à ça, heureusement. Le Nouvel Élan est une école idéologique, est une école politique qui permet aux jeunes qui aspirent à faire de la politique à comprendre avant tout le fonctionnement de l'État. Nous sommes là pour connaître le fonctionnement de l'État, observer ce qui se passe au sein de la classe politique congolaise, éveiller la population, inciter cette population-là. D'ailleurs, Derrick, nous faisons une opposition participative qui permet à la population aujourd'hui de s'intéresser non seulement à la personne de M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui demeure un Congolais, qui demeure un frère, quoique nous soyons opposants à ce dernier, mais nous nous opposons idéologiquement, nous nous opposons politiquement, partant de sa manière à lui de gérer le pays. Nous incitons la population à s'intéresser à ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Derrick, lorsque le Nouvel Élan initie une marche, c'est sur l'ensemble du territoire national. C'est pas seulement à Kinshasa, siège des institutions, parce qu'il faut faire pression sur Tshisekedi pour qu'il cède et que nous partageons le pouvoir ou qu'il nous cède quelques avantages. Nous appelons le peuple à revendiquer contre les inégalités sociales. À la preuve, aujourd'hui, vous avez l'esquisse de l'offre politique du Nouvel Élan qui parle de l'extension de la ville de Kinshasa en initiant des projets d'infrastructure et de voirie, parce que Kinshasa n'est occupé qu'à 15% avec un budget de 850 millions. Ça permet aux Kinois, cette fois-là, de contrôler la gestion de M. Gentini Ngobila, de s'intéresser à ce qu'il fait, non seulement de sa gestion, mais ce qu'il fait des ressources de l'État, parce que chaque jour nous avons des taxes, nous avons l'impôt que nous payons. Qu'est-ce que l'administration provinciale fait de ces ressources-là? C'est cette opposition-là qu'Adolphe Muzito est en train d'initier. Et lorsqu'Adolphe Muzito appelle les autres candidats du président de la République à la confrontation des programmes, à la présentation de leurs programmes, c'est pour permettre cette fois-là que l'éveil de la conscience de la population puisse être effectif et que la population juge les leaders, non pas parce qu'il appartient à X ou Y communauté locale, non pas parce qu'il est de couleur claire, non pas parce qu'il a beaucoup d'argent, mais parce qu'il est porteur d'une vision, parce qu'il est porteur d'une alternative qui réponde aux besoins de la population. Parce que les besoins de la population, c'est ce que nous appelons la demande politique. La demande, le besoin en eau potable, le besoin à l'accès à la santé, le besoin des routes, comme je venais de le dire ici, pour relier les provinces et gagner ce pari de l'unité nationale. Ces besoins énormes de la population doivent rencontrer l'offre politique de chaque parti politique, de chaque candidat politique. C'est ces débats-là que nous voulons initier et je pense que en ce moment-là, nous allons gagner d'abord cette unité au sein de la classe politique congolaise. Nous allons éviter de nous diviser à cause du pouvoir et des acquis du pouvoir, mais nous allons faire travailler nos partis politiques pour que nous dégagions ce qui sera essentiel. Mais est-ce que notre mentalité nous permet de parler idées et non des individus? Parce que ça n'a pas débuté aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Depuis longtemps, Joseph Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, c'était toujours les individus qui étaient mis en avant, mais les idées, c'est qu'ils proposaient pour le développement de notre pays. Apparemment, on ne fait toujours pas allusion. Est-ce que l'acteur politique congolais est éduqué au niveau de sa formation politique à parler idées et à ne pas mettre au devant de la scène tout ce qui peut faire allusion à la communauté, à la tribu, à la langue ou que sais-je encore? Le plus important, c'est que nous devons opérer des choix, la vie est faite des choix, et que nous devons partir de quelque part. Lorsqu'Adolphe Muzito s'engage, lorsqu'Adolphe Muzito a des communicateurs qui parlent en son nom et qui parlent au nom du Nouvel Élan, tout en mettant sur la place publique un débat d'idées et non un débat sur la personnification de la politique en République démocratique du Congo, le peuple entend, le peuple juge. Et Derrick, ça ne va pas se faire sur 4-5 ans. Ça fait 63 ans que Patrice Emery Lumumba s'est engagé dans ce combat de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et le Nouvel Élan a pris le relais après Lumumba, Gizenga, Moulele et tout consort. Nous continuons dans ce combat et nous avons conscience de la population. Et je pense qu'aujourd'hui, Derrick, d'ailleurs, la phase a changé parce que en 2018, je l'ai souvent dit, nous étions dans une phase de révolution de la population, mais encore à son niveau intellectuel. Lorsque la population a émis le besoin d'avoir un seul candidat pour
permettre, pour garantir les chances à l'opposition, de faire basculer le régime de Joseph Kabila, parce que le peuple il y avait deux fronts. Il y avait le front populaire qui voulait d'un changement, qui voulait d'une vie meilleure, et il y avait ce front politique qui voulait des élections libres, crédibles et transparentes. Les deux ensemble ont permis à ce que l'opinion congolaise, ici au pays et à l'étranger, puisse s'identifier derrière un candidat. C'est une révolution à son niveau intellectuel. Et aujourd'hui, partant des erreurs de gestion commises sous le régime de M. Joseph Kabila, je pense que de M. Félix-Antoine Tshisekedi, je pense que la population est très éveillée pour savoir quels sont ces députés à qui nous devons faire confiance, quel est ce parti politique à qui nous devons donner cette majorité, parce que M. Félix-Antoine Tshisekedi, lors des élections de 2018, n'avait que la majorité présidentielle, et la population assoiffée d'un changement a redonner cette majorité parlementaire à M. Joseph Kabila, ce qui a remis en cause la qualité des élections. Et je pense que la population est en train de suivre de près et que le changement est en cours. Évariste Tshisekedi, il y a aussi des injures publiques et des menaces proférées contre les adversaires. De temps en temps, vous pouvez entendre dans la rue quelqu'un se permettre d'insulter à haute voix quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il ne partage pas la même vision, la même idéologie. Est-ce que cela vraiment a sa place? Donc je parle là des injures et des menaces contre les individus. Les injures, les menaces ont vraiment leur place dans une démocratie. Merci Derrick, je vais revenir à votre question, mais permettez-moi de revenir un peu à ce que mon co-débatteur vient de dire. Vous savez, en 2018, il y avait un candidat de politicien, et il y avait un candidat du peuple. Parce que le politicien s'était mis d'accord pour qu'il y ait... C'est la demande, bien sûr, de la population, du peuple, pour qu'il y ait un candidat commun aux élections. Mais les politiciens ont choisi leur candidat. Et le peuple avait contesté pour avoir son candidat. Et finalement, il y a eu un candidat des politiciens et un candidat du peuple. Et au finish, c'est le candidat du peuple qui avait gagné. Bon, le candidat du peuple, c'était Félix Tshisekedi. Bien sûr. Le candidat des politiciens, Martin Fayulu. Bien sûr. Parce que nous savons comment les choses se sont passées. Ce n'est pas la population qui avait choisi Martin, c'était le politique. Et je pense que le peuple avait choisi Félix-Antoine Tshisekedi. Et au finish, nous l'avons vu par rapport aux résultats des élections. Alors, revenons à votre question, si vous pouvez me la reposer. Par rapport à la place que doivent occuper les menaces et les injures publiques dans une société. Vous savez, ce sont des antivaleurs et je ne pense pas qu'il y a une place qui doit occuper les menaces et les injures dans une société. Je parlais de nous, Parti Orange. Vous savez, quand nous parlons, nous sommes politiques, il y a plus de 900 partis politiques au pays. Et je vous dis, je mets quiconque ici en défi, que moi, je suis dans un parti politique qui n'a jamais été indexé dans le bavure public, qui n'a jamais été indexé dans les insultes ou quoi. Nous sommes un parti de valeurs et nous, au sein de notre parti, nous enseignons, nous instruisons notre jeunesse à respecter le valeur, à respecter la loi, le respect de Dieu, le respect du prochain. Aimer le prochain, respecter le bien public. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un jeune orange dans la rue en train de caillasser, en train de casser, en train de détruire le bien public. Là, c'est l'instruction qui se donne au sein du parti. Et ailleurs, nous voyons que la jeunesse n'est pas instruite dans le parti politique. Nous le faisons dans notre parti. Nous instruisons le jeune à respecter la loi. Mais ailleurs, il y a dans plusieurs partis politiques où les jeunes sont juste mobilisés pour des marches publiques, sont mobilisés pour des activités de grande envergure. Mais en réalité, dans les ligues de gens de partis politiques, il n'y a pas une véritable instruction. Parce que le parti politique devait aussi jouer un rôle de formateur, former la jeunesse, former l'homme congolais, former le politicien congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui sortent de partis politiques. On leur confie une tâche, mais ils sont en train d'exceller dans le détournement, ils sont en train d'exceller dans l'extravagance, dans le détournement des biens publics, tant d'autres choses. Mais si on sent du parti déjà, le parti jouait ce rôle d'instruire l'homme congolais, d'instruire la jeunesse, je pense que si on responsabilisait un membre du parti, il ne va pas exceller dans le détournement. Donc, il y a un rôle important que le parti doit jouer. Et si ce rôle n'est pas joué dans le parti, et je pense que c'est ce que nous voyons dans la plupart de gens de partis politiques, nous voyons c'est la jeunesse qui est utilisée
Vous voyez, quand vous remarquez là où il y a des désordres, tout ça, même quand vous voyez ceux qui ont jeté de pierres sur l'acteur politique à Chikapa, la majorité ce sont des jeunes. Mais qui ont envoyé ces jeunes dans la rue, où ces jeunes ont été poussés par qui? Ce sont de responsables, de pères de famille, qui, dans leur famille, n'instruisent pas leurs enfants comme ils instruisent la jeunesse du parti. Vous voyez, donc je pense que c'est question de moralité, c'est question de bonnes mœurs, et cela doit commencer. Le parti, j'insiste, le parti doit former la jeunesse sur de bonnes bases, sur de bonnes manières. Oui. Et à l'approche des élections, qu'est-ce qui doit être fait concrètement en une minute pour éviter que le pays ne vive une guerre civile, parce que à Kwamouth, c'est déjà une guerre tribale entre deux communautés, et apparemment il y a aussi c'est parti au niveau du Congo central avec cette histoire de Mobondo qui a traversé la province du Congo et pour aller jusqu'au Congo central. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que notre pays puisse se plonger dans une guerre civile, dans une guerre ethnique et tribale? Écoutez, je voulais revenir sur quelque chose par rapport au comportement de jeunes dans le parti politique, par rapport à ce qui se passe actuellement à l'approche de la campagne électorale. Je pense que de bonne volonté, personne n'est prêt à respecter la loi. La loi doit être imposable à tous. Et je pense qu'il y a de ceux qui sont censés imposer cette loi à tous. Vous savez, de bonne foi, c'est difficile à un citoyen de payer l'impôt, mais on doit imposer. Vous voyez? Alors, je pense que l'État a un rôle à jouer. Je pense que les animateurs, je cite ici le ministre de l'Intérieur, je cite la justice, ils ont un rôle à jouer pour nous éviter ces catastrophes à la veille des élections. Et si les autorités ne jouent pas ces rôles très importants, je pense que ça ne nous permettra pas d'aller dans la campagne dans un climat serein. Vous savez, moi je suis candidat et je souhaiterais que partout je peux circuler à Lemba, que je sois en sécurité, même si je pars dans un coin où il y a un candidat qui est un fief d'un candidat quelconque, mais que je sois au moins accueilli, que je ai au moins la capacité de m'exprimer, de faire entendre ma voix, de battre ma campagne. Alors cela doit être pour tous les candidats. Nous voulons des élections crédibles, transparentes, et on doit donner à tout le monde la possibilité de battre la campagne en toute sécurité. Joël Lopez, même question. Qu'est-ce qui doit être fait pour éviter que le pays ne puisse vivre une guerre ethnique et tribale? Écoutez, déjà ici, le grand problème qui oppose les communautés à l'État, c'est le fait que l'État n'est pas rédévable vis-à-vis du peuple. Vous savez, Derrick, ce que nous vivons ici ne sont autres que les conséquences de la pauvreté. Je pense que l'État, s'il appliquait une gestion religieuse des ressources de l'État, nous n'aurons pas ce que nous vivons aujourd'hui comme problème, parce que nous avons d'énormes défis. Nous avons plusieurs crises qui s'entremêlent, la crise politique, la crise économique, la crise sociale. Et je pense qu'il faut une gouvernance de qualité, une gouvernance de choix, qui mette le peuple au centre des préoccupations de l'État pour que nous puissions pallier. Il faudrait investir dans l'homme. Et pour investir dans l'homme, il faudrait créer des emplois. La nature n'aime pas le vide, Derrick. Si vous allez à Kwamouth, vous vous rendrez compte que les meneurs de troupes, ceux qui sèment la terreur, sont des jeunes qui ont entre 16 et 22 ans. Vous voyez? Alors que à l'âge de 16 ans, vous avez une population active qui doit participer au développement de la population. Et aujourd'hui, les statistiques, c'est partant de ces statistiques-là que nous devons faire des analyses, Derrick. Vous savez, pour critiquer le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi, il ne faut pas aimer la personne. Vous n'avez pas besoin. Il faut l'aimer, mais il faut plutôt voir ses promesses de campagne. Il faut plutôt voir le programme d'action du gouvernement Samalou Condé. Combien d'emplois M. Félix-Antoine Tshisekedi a promis au peuple et qu'a-t-il réalisé en termes de création d'emplois? Aujourd'hui, les statistiques prouvent, Derrick, que nous avons chaque année 2 millions de jeunes qui descendent sur le marché de l'emploi, partant de ceux qui ont 16 ans jusqu'à ceux qui ont leur diplôme d'État, diplôme de graduat et diplôme de licence. Mais quelles conditions d'émergence l'État crée pour ces jeunes-là? Il n'y en a pas. Les jeunes aujourd'hui représentent 90% de la population active au Congo. Mais quelle politique d'emploi?
C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que lorsque nous avons aujourd'hui ces banditismes urbains, nous avons les koulouna, nous avons souvent tendance à les repousser, à les rejeter. Moi, bien au contraire, je m'identifie parmi ces jeunes-là parce que lorsque l'État ne crée pas des conditions pour mon émergence, j'essaie de ravir ces conditions-là auprès de ceux qui en ont. Et c'est ce qui crée même la division sociale ici entre nous Congolais. Et je pense qu'il faudrait, pour répondre très brièvement à cette question, il faudrait un leadership de qualité. Il faudrait une gouvernance qui place le peuple au centre des préoccupations de l'État. Voilà, je rappelle que je reçois pour vous dans ce studio, dans le cadre de votre émission On débrief, Joël Yoloko Lopez, coordonnateur national de la jeunesse du parti Nouvel Élan, du candidat président Adolphe Muzito Joël Lopez, qui est aussi candidat député national dans le district de Mwamba. Je reçois aussi Évariste Tshisekedi, cadre du parti politique Orange, parti membre de la majorité au pouvoir, candidat député provincial à Limba, ingénieur Berlin Tempo. On va marquer une petite pause et on va se retrouver tout juste après. Voilà, merci. Je rappelle que je reçois pour vous Joël Yoloko Lopez, coordonnateur national de la jeunesse du parti Nouvel Élan, candidat député national dans le Mwamba, et puis Évariste Tshisekedi, cadre du parti politique Orange, candidat député provincial à Limba. Nous avons abordé la question de l'intolérance politique et discours de haine tribale tenu par les acteurs politiques et leurs militants à l'approche des élections. Vous avez suivi les explications, les analyses de nos deux invités. Nous allons à l'instant prendre connaissance des messages que vous, auditeurs, nous avez envoyés sur WhatsApp par message SMS, et nous allons le lire en direct. Ingénieur Berlin Tempo. Bonjour, on débrief. Je suis John. Je pose la question aux messieurs de l'Union Sacrée parce qu'ils disent qu'ils ont aligné beaucoup de candidats, donc qu'ils préparent les élections et l'opposition prépare la contestation parce qu'elle dénonce la CENI qui est en train de préparer une fraude électorale. Est-ce que aligner beaucoup de candidats est synonyme de préparation? Ça, c'est la première question. Que pose-t-elle donc l'Union Sacrée? Que pose-t-elle comme acte à la population sur terrain prouvant qu'elle prépare vraiment les élections? Ils ont dit que si Goma tombe, il n'y aura pas les élections parce que la guerre coûte cher à la République. Ce coût est du fait que notre armée recule sur terrain parce que notre armée n'a jamais attaqué. Évariste Tshisekedi, ce sont vos questions, vous allez répondre. Bonsoir RTGA, c'est Hugues Maoula depuis Massina sans fil. Il y a une femme qui défend le pouvoir qui a dit que pouvoir oyo ezaya biso balubaba économie susuba donc ce sont des discours que nous avons dénoncés durant cette émission. Ça c'est mon commentaire. Le pouvoir n'a pas condamné cela. Des exemples sont légion et ça engendre un certain mépris dans le chef de ceux qui ne sont pas kassaïens. De tels propos doivent être condamnés avec véhémence. Message signé par Hugues Mahoula depuis Massina sans fil. Bonjour Derrick Katola. La principale cause de crise politique en RDC, c'est ce sont les mauvaises élections qu'on nous donne depuis que nous avons commencé les élections. Les choix du peuple sont sabotés, donc les organisateurs de celles-ci nous prouvent la transparence électorale, pas de nomination, parce que avec ces nominations, ce sont les peuples qui en subissent, comme celui que le peuple a donné confiance malgré la manière dont il a obtenu ce pouvoir. Malheureusement, il est venu enrichir ses amis de la diaspora et de Bambela depuis Kanduka. Bonjour Derrick Katola, merci pour le casting. Aujourd'hui, Tshisekedi est témoin de reconnaître que UDPS, ils sont des manipulateurs tribaux dans leur campagne électorale. C'est Patient Kalambay depuis Rampoingaba. Bon après-midi, ma radio, je vous suis depuis la commune de Barumbu, Batouya Union Sacrée. Malheureusement, je me limite là. Bonjour, on débrief. Si un État voit que ces trois choses que je cite, sa souveraineté, ses ressources humaines, sa population être violée, cet État peut aller à l'encontre des principes de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine qui ont instauré les moyens pacifiques comme mode de régler les différends entre États en recourant à la légitime défense pour sauvegarder ces trois choses citées. C'est Nathan Seki depuis la commune de Makala. Depuis le territoire des Kalo, l'intolérance politique et tribalisme sont des manipulations politiques. Si le véhicule du président Martin Fayoulou était caillassé à Tchikapa, les vidéos sont là, mais quelqu'un passe à la radio dément. Où allons-nous avec ce pays? Le changement s'appelle Martin Fayoulou. Vive l'élection 2023, vive la victoire de l'opposition car Union Sacrée a échoué lamentablement. Minda Madi depuis les territoires de Kalo.
Salut mon émission, c'est Jojo à Plaza. Est-ce que le président Tshisekedi peut demander pardon à Joseph Kabila car c'est lui qu'on traitait de complice, il ne le fait pas. On peut aussi croire que Tshisekedi est aussi complice. Organisons notre armée et faisons la guerre au Rwanda pour se faire respecter. Bonjour RTGA, courage à Mukebayi. Nous rappelons jour et nuit, mais ce Kadzima, qu'on ne blague pas avec le feu. Nous voulons de bonnes élections pour que s'est séparé avec M. Félix Tshisekedi dans la paix, grand révolutionnaire à Menkao. Bonjour ma radio, félicitations aux deux invités qui, au-delà de leurs appartenances, nous offrent des analyses pertinentes et instructives. Merci pour le casting. Alphonse depuis la commune de Ngaba. Bonjour ma radio, nous condamnons les violences et le tribalisme d'où qu'ils viennent, mais les Congolais doivent se souvenir de deux meetings de Lamuka en 2020 et 2021, quand les militants de ce mouvement qui scandaient ceci, Boma Moulouba Tsikanyoka et M. Martin Fayoulou dansaient à la place de condamner les habitants du Kasaï Retiensa et Enoch depuis quelque part. Est-ce qu'avec cette posture vraiment nous allons arriver à mettre fin à tout ce que nous décrions si nous commençons déjà à remettre en cause les attitudes, ce que les autres avaient fait dans le passé, au lieu de nous contenter du présent. De 18 novembre au 20 décembre, la République sera dirigée par qui et qui est censé contrôler les dépenses engagées par le président sortant? Joël, je vous pose cette question qui a été posée par Lozolo Kapata. Qui va diriger la République, qui est censé contrôler les dépenses engagées du 18 novembre au 20 décembre, période électorale. Voilà, on prend un autre message, l'avant-dernier. Bonjour, on débrief. Monsieur Derrick, nos deux intervenants sont l'argument tribal et régional est manipulé dans leur parti politique et ça sera comme ça malheureusement pour un bon moment dans notre jeune démocratie. Il faut dire plutôt à nos acteurs politiques qu'ils doivent savoir documenter les infractions qui peuvent être présentées au moment opportun devant les instances judiciaires pour demander l'annulation des résultats pour tel ou tel autre candidat pour propos tribaux ou ayant amené des violences. C'est ça leur travail pendant cette période électorale. Bonjour Derrick. Je passe. Bonjour Monsieur Derrick. Il y aura bel et bien les élections libres, transparentes et apaisées. À l'opposition, seul Mozito propose. Les autres cherchent le dialogue. Papa Matondo depuis la commune de Mongafolo. On prend les derniers messages. Voilà. Bonsoir RTGA. C'est Fabrice Makabou depuis Kisenso. Le malheur de la RDC. C'est l'UDPS. Ça, c'est le message signé par notre ami depuis la commune de Kisenso. On se limite là. Je vais redonner la parole à nos invités. Nous n'avons plus que 4 minutes. Ils vont directement répondre aux questions des invités. Je commence par Évariste Tshiswaka. On vous a posé une question. Qu'est-ce qui prouve que vous vous préparez réellement pour affronter les élections? Est-ce que aligner plus des candidatures est une preuve que l'Union sacrée s'est vraiment préparée à faire face au processus électoral? Merci, je réponds directement à cette question. L'Union sacrée dont nous sommes membres veut des élections pour renouveler le mandat au chef de l'État. Et le fait pour nous d'avoir aligné plusieurs candidats, c'est aussi une preuve que nous étions en train de préparer pour les élections. C'est une preuve que nous nous sommes préparés pour les élections et nous avons les candidats partout. Partout, même dans le fond, nous avons des candidats. Dans l'Union sacrée est représentée, partout nous avons des candidats. Et il y a une question, je ne sais pas, on m'a attribué un propos que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit ici que l'UDPS est manipulateur. Non, l'UDPS n'est pas manipulateur. Plutôt, j'ai remis en cause tous les politiciens manipulateurs qui n'ont pas des discours pour convaincre l'électorat, mais ils sont en train de se baser sur des antivaleurs. Ils sont en train de se baser sur des incites. Ils poussent leurs militants à attaquer physiquement les autres candidats. Alors, c'est ce que moi je déplorais. J'ai dit, ça c'est de la manipulation. Il ne faut pas suivre ces manipulateurs. J'ai invité la jeunesse à être prudente pendant cette période. Il y a un auditeur qui a dit, c'est ce qu'il doit demander pardon. Pourquoi? Il va demander pardon. Parce que notre armée n'attaque pas sur terrain, elle ne fait que subir. Non, écoutez, vous savez, l'armée, depuis un temps, nous étions dans le respect des engagements que nous avons pris avec nos pères. Et je pense qu'à ce jour, l'armée est en train de monter. Et l'armée
que nous sommes en train de préparer, nous, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, nous voulons d'une armée capable de défendre notre territoire. Nous ne sommes pas en train d'observer, nous ne sommes pas en train de regarder les choses telles que c'était, parce que l'armée que nous avons trouvée et l'armée que nous avons aujourd'hui, je pense que notre armée est en train de monter en puissance. Il y a eu beaucoup de réformes. Et dire aujourd'hui que nous sommes complices, c'est faux et c'est très faux. Parce que nous avons vu comment est-ce que nous avons mené un front diplomatique pour condamner le Rwanda et nous avons obtenu les résultats de ces fronts diplomatiques et nous pensons que, et moi je l'ai toujours dit personnellement, les accords, les alliances avec nos partenaires, avec le pays voisin ne nous amèneront à rien. Nous devons avoir une armée capable de défendre notre intégrité territoriale et c'est ce que nous sommes en train de faire et notre objectif final est d'avoir cette armée capable de sécuriser nos frontières. Voilà, merci Évariste Tshisekedi. Joël Lopez Yoloko, je vous ai posé une question. On sait que c'est le président restera en place et le gouvernement aussi, mais il y a un auditeur qui voulait savoir, je ne sais pas si vous pouvez apporter d'autres éléments, qui gère le pays entre le 18 novembre et le 20 décembre. La loi dispose que le chef de l'État reste en fonction, le gouvernement y compris, et partant du jour de vote, je pense qu'il sera en train de traiter les affaires courantes jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe. Et la loi prévoit certaines restrictions en matière de gestion ou encore en matière d'engagement du gouvernement vis-à-vis des tierces. Je pense que c'est l'éclairage que je peux apporter à cette question-là. Et deuxièmement, mon frère d'à côté qui a parlé du candidat du peuple, candidat des politiciens. J'aimerais bien savoir comment le peuple peut-il accorder une majorité présidentielle à M. Félix Antoine Tshisekedi tant que le peuple voulait bien de ce changement et laisser la vraie majorité à Joseph Kabila qui demeurait le chef du gouvernement jusqu'après 2018. Ça, c'est encore une question que je me pose et je dis que ceci remet en cause la qualité des élections parce que nous voulons élections, mais nous voulons des élections qui garantissent le choix qui prennent en compte les choix des électeurs dans les urnes. Et il doit savoir surtout que l'Union sacrée à ce stade est en phase de rendre compte et non en phase de battre campagne. Vous voyez, l'Union sacrée a géré pendant 5 ans et il serait mieux que le peuple puisse entendre M. Félix Antoine Tshisekedi, entendre ses ministres qui sont pour la plupart chefs des différents partis politiques sur ce qu'a été la gestion. Mais il y a quand même une question à laquelle un frère congolais a posé, c'est une question très intéressante sur les règlements des différents en droit international par rapport au conflit qui nous oppose avec le Rwanda. Et je pense que la réponse, elle est très vite répondue. Nous avons le cas de l'Israël et la Gaza. La guerre a été déclarée tout en violant tous ces principes des droits internationaux. Et je pense que pour nous, la RDC, cette crise qui nous confronte avec le Rwanda nécessite à ce que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités en dotant. D'abord, d'ailleurs, c'est l'une des propositions qu'Adolphe Muzito a eu à faire pendant la gestion de M. Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui a conduit aujourd'hui à la loi sur la programmation militaire. Et nous sommes allés très loin dans notre programme de gouvernance pour une affectation de 10% du budget de l'État au profit de l'armée pour que cette armée-là puisse être capable de sécuriser les frontières du Congo qui sont dérangées par le Rwanda. Voilà, merci Joël Lopez Yoloko. Vous êtes coordonnateur national de la jeunesse du parti Nouvel Élan du candidat président Adolphe Muzito. Vous êtes aussi candidat député national dans le district du Mwamba ici à Kinshasa. Merci à Évariste Tshisekedi. Vous êtes cadre du parti politique Orange, parti membre de l'Union sacrée de la nation, candidat député provincial dans la commune de Lemba, dans le district du Mwamba toujours. Oui. Voilà, je suis Déric Katola. Je dis merci à l'ingénieur Berlin Tampo. La prise de vue, nous avions Djibril Panzou nous a aidé puisque l'émission sera diffusée sur la chaîne YouTube Déric Katola TV. Restez toujours branchés à l'écoute de la RTGA FM pour que vous soyez toujours informés. Au revoir. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.